Bonjour à tous et bon appétit. Vous êtes déjà à table, il est 12h34. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, on va être au jus, puisqu'on reçoit deux personnalités de l'EDF et Madame Ometi Baudier, bonjour. Bonjour. On reçoit aussi Madame Marilyn Bassett, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. On recevra plus tard Carlos Cruz, délégué académique de la culture au rectorat. Et on va terminer avec Freddy Sébastien. Sinon, l'actualité, c'est cette campagne Airobag Takata à la préfecture. Il y avait une conférence de presse hier. Et vous savez, il y a encore près de 20 000 véhicules, toujours pas en règle par rapport à ça. Donc, faites attention, prenez vos dispositions, puisque c'est gratuit et ça dure à peu près 30 minutes. Au niveau de la justice, c'est le bilan des conciliateurs pour l'année 2024. C'est un reportage de Charlie Dagonia qu'on verra dans un instant. Le concert des jeunes du lycée Carnot ils seront d'ailleurs à Terre de Blues aussi. Michel de Papetet à la répétition, au concert. Et puis l'entreprise en charge du charbon actif dément les propos tenus par le SMAG. Alors il y a toute une polémique là-dessus. On va faire le point là-dessus et puis on ira faire un petit tour tout à l'heure à Paris avec Michel, avec notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Alors on va tout de suite, avant de donner la parole à l'EDF, venir sous ce démenti, parce que vous savez qu'il y a une polémique autour du charbon dans l'eau. Il y a des endroits où l'eau ne peut pas être distribuée normalement parce qu'elle n'est pas potable, et elle n'est pas potable parce qu'il n'y a pas de charbon. Et le président du SMAG a dit hier sur une antenne, sur RCI notamment, que les choses n'étaient pas ce qu'on croyait. On écoute tout de suite sa réaction. Michel Morel et Olivier Félix, c'est parti. Beaucoup de propos sont tenus à notre rencontre, beaucoup d'éléments qui sont portés à charge, beaucoup de contre-vérités aussi qui sont annoncées. Donc c'était nécessaire pour nous de tenir un discours transparent à destination de la population de la Guadeloupe et lui faire savoir que nous n'avons jamais, au grand jamais, tenté de nuire à leur santé. Savoir qu'au niveau du SIAC, nous avons encore des factures qui sont dans la nature. Au niveau de la préfecture, tout le monde est au courant que notre société souffre de cette problématique. Nous avions eu la possibilité d'avoir un marché en 2022 qui rebattait les cartes, où l'État s'était engagé en fait, sur ce marché-là à verser une subvention annuelle au SNJAG pour nous permettre de financer nos opérations. C'est un travail que nous avons mené en amont avec l'ancien préfet Rochat et le secrétaire général de la préfecture Sébastien Corel, ils avaient compris en fait les enjeux. Donc nous avions pris nos responsabilités à l'époque pour pouvoir faire le nécessaire. Aujourd'hui, un chiffre qui est simple, en 2024, toutes les opérations que nous avons réalisées, seuls 20% des factures ont été payées. Aujourd'hui, nous avons, sur 2025, nous avons réalisé des opérations déjà sur 2 usines pour un montant de 70 000 euros. Et là, on nous demande d'intervenir sur un mois pour le reste des usines. Il faut compter, en termes d'engagement, 700 000 euros qu'il faut débloquer tout de suite. Personne ne nous répond sur la prise en charge en fait, de ces factures. Et donc, nous avons déjà un passif qui est important. Et parier sur l'avenir, sur une structure qui est structurellement déficitaire, pour nous, c'est quasiment impossible. Si nous avons de la visibilité, que les acteurs acceptent de s'asseoir autour d'une table et que nous discutions de l'avenir du financement de ce marché-là, nous pouvons intervenir. Nous l'avons toujours fait. Personne n'a jamais eu à redire sur nous la qualité de nos prestations. On a toujours assuré au-delà de ce qui était possible de pouvoir le faire, parce que nous avons une responsabilité au niveau de nos partenaires institutionnels où nous devons fournir une qualité de l'eau au Guadeloupéens qui soit irréprochable. Nous l'avons toujours fait, nous continuons à le faire, mais nous devons avoir les moyens de le faire. Voilà, c'est une polémique, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est que l'eau soit de qualité pour les Guadeloupéens. Alors, on va parler EDF. Première petite question, tout est apaisé à l'EDF maintenant, un an après les grands mouvements sociaux? Écoutez, c'est apaisé. On distribue régulièrement l'électricité avec qualité sur la Guadeloupe. Donc, les choses vont. Puis après, les autres aspects poursuivent leur chemin. D'accord. Alors, vous le dites, l'année 2025 se manque les 50 années de présidence du groupe EDF, puisque, comme on me l'a dit tout à l'heure, il y avait avant la SPEDEG et la SEDEG qui faisait l'électricité. Alors, la question qu'on vous pose, bien évidemment,
et que ce sont les missions réelles de l'IDF, j'allais dire l'ASPEDEC, de l'IDF en Guadeloupe aujourd'hui. Madame Bassette, vous allez me répondre d'abord. Oui, 50 ans que donc EDF est présent sur le territoire de la Guadeloupe et sur l'archipel complet suite à la loi de nationalisation. Donc cette année, c'est une période très importante pour nous et c'était important de le symboliser. Les missions d'EDF en 50 ans, elles ont beaucoup évolué en fait. Et à 50 ans, on dirait que EDF gérait depuis la production jusqu'à l'ensemble de la clientèle, décidait aussi des investissements à réaliser sur le réseau, sur aussi les moyens de production, en lien direct avec l'État. En 50 ans, ça a beaucoup bougé, puisque maintenant, on a un syndicat d'électrification d'électricité avec le CIMEG, avec lequel on a un contrat de concession. Toute la Guadeloupe est électrifiée aujourd'hui? Ah oui, toute la Guadeloupe est électrifiée aujourd'hui. Oui. Le système y répond. Alors après, on a la particularité d'être sur une île et même un archipel. Oui. Donc l'électricité... Oui, c'est vrai que vous avez changé de nom, c'est devenu EDF Archipel Guadeloupe. Archipel Guadeloupe. Ça va jusqu'où, quand vous dites archipel, jusqu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy? Saint-Martin, Saint-Barthélemy. C'est ça la particularité de la direction régionale Archipel Guadeloupe, c'est qu'on gère 3 systèmes électriques. Un système électrique pour la Guadeloupe et les îles du Sud, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, qui sont reliés par des câbles sous-marins. Et puis également à Saint-Martin, un système électrique complet de la production jusqu'à la gestion des clients. Et puis à Saint-Barthélemy de la même manière. Donc d'ici, on vient appuyer les îles du Nord sur leur activité quotidienne. Et donc en 50 ans, ça a beaucoup évolué, tant dans les technologies qui sont mises en place, mais aussi sur les techniques des réseaux, sur la manière de facturer les clients et d'avoir des relations avec nous en la matière. Vous voulez dire, je pose la question à Madame Thibaudier, qu'il y a de moins en moins de poteaux? Alors l'enjeu, effectivement, on a un enjeu fort d'enfouir le réseau électrique basse tension. Donc la logique est que pour le réseau basse tension, en l'enfouissant, il y en ait moins, et puis de cette manière de le rendre plus résilient, notamment face aux aléas climatiques. Alors précisément, j'ai vu récemment quand il y a eu le cyclone à Mayotte, des gens d'EDF Guadeloupe partir là-bas. Bon, alors je pose la question, est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire aussi demain, parce que nous entrons dans la période cyclonique là maintenant, si demain il y a encore une catastrophe climatique ici, on verra des Martiniquais ou des Guyanais venir vous renforcer? C'est la solidarité fonctionne. Déjà, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y en ait pas pendant 50 ans, qu'on n'ait pas d'événements climatiques graves. Bien sûr, la solidarité, l'avantage d'être dans le groupe EDF, c'est qu'on va s'appuyer sur l'ensemble du groupe et face à un aléa. Et c'était arrivé à l'époque d'Hugo, c'est des délégations qui viennent des autres départements pas touchés dans le secteur, mais aussi de l'Hexagone, de partout, qui viennent. On a la force d'intervention rapide d'électricité qui est mise en place. Et à Mayotte, ça a été même plus loin, puisque la FARN, qui est une force d'action rapide nucléaire, qui est de mettre des bases vie. Le cas du cyclone Chido à Mayotte, ça avait conduit à ce que tout était ruiné. Il n'y avait même pas d'endroit pour accueillir les renforts qui sont venus. Donc là, il fallait construire une base vie. Et là, très clairement, les services de l'État ont d'autres préoccupations. Il y a aussi des hôpitaux, etc. Donc EDF s'est organisé pour être en totale autonomie en la matière. Donc on a des spécialistes de la logistique qui vont mettre en place les éléments pour que les collègues puissent être abrités. Et par exemple, sur Mayotte, c'est 500 personnes qui ont été dépêchées dans la période pour aider au rétablissement de l'électricité. Donc si jamais... On croise les doigts. Voilà. Si jamais c'était le cas pour la Guadeloupe, on aurait bien sûr l'appui des collègues. On se prépare en amont, en fait. On a un stock cyclonique. On augmente les stocks de matériel pour que si jamais il y a de la casse, on puisse vite réparer. On prémobilise grâce aux avancées de la technologie, de la météo. On sait quand même quelques jours avant le cyclone, il y a un peu la force. Donc on envoie les ressources... on les prémobilise pour que dès qu'il y a la possibilité de venir, et à chaque fois, que ce soit à Mayotte, que ce soit à La Réunion, EDF était les premiers dans les avions militaires pour débarquer. Et c'est l'intérêt de l'enfouissement.
C'est l'intérêt de l'enfouissement, effectivement, de rendre le réseau électrique plus résilient, en sachant que tout ne s'enfouit pas. Voilà, mais en tous les cas, oui, c'est l'intérêt d'enfouir. Et comme disait Marilyn Bassett, eh bien, quand il y a besoin, de toutes les manières, la force du groupe EDF de frappe fait que la solidarité nationale et des territoires vient en renfort. Après, oui, si je peux me permettre, sur l'enfouissement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc toutes les lignes de structure, ce qu'on appelle les moyens de tension, ou la HT1, c'est, on va dire, l'équivalent de national, qui sont les artères principales. Après, il y a l'ensemble du réseau basse tension qui se répartit, on va dire l'équivalent des communales. Et donc, on est centré sur la partie HTA pour l'enfouissement. Et donc, tout nouveau réseau qui est construit directement en souterrain pour effectivement mieux résister à ces problèmes de vent, par exemple, lors des tempêtes cycloniques. Par contre, la HTB, qui est la très haute tension, celle-là, elle n'est pas en souterrain. Elle reste en altitude, elle est renforcée. On a des poteaux qui résistent aux aspects cycloniques. Et vu ce qui s'est passé dernièrement à La Réunion, on a décidé d'avoir en prévision du stock pour ce réseau-là. Par contre, dans le quotidien, lorsqu'il y a un incident, parce que ça arrive, c'est de la technologie, ça reste industriel. Lorsqu'il y a un incident sur du réseau souterrain, le dépannage est beaucoup plus long. Parce qu'il faut pouvoir le localiser. Chaque chose a son inconvénient. Tout à il faut tout enfouir. Et quand on a enfoui, il faut pouvoir arrêter la route, creuser, trouver l'endroit où il y a... enlever l'eau, etc. Voilà. Donc, ça arrive moins souvent qu'il y ait des pannes, mais quand ça arrive, c'est plus long à réparer. Alors, vous avez changé de locaux récemment. Alors, est-ce que les queues seront moins longues pour les clients? Là, je parle comme un client qui veut venir payer, enfin, qui peut pas encore payer en numérique sa facture et qui vient, qui venait chez vous, enfin, de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura moins de gens? Ce sera plus fluide, donc, je veux dire. Alors déjà, avant de répondre à la question, effectivement, aujourd'hui, on fête nos 50 ans. Et dans le cadre de ces 50 ans, l'objectif aussi pour nous, c'est d'avoir l'occasion d'expliquer, de montrer à la population que finalement EDF est bien plus qu'un énergéticien. C'est un acteur du quotidien des Guadeloupéens, bien ancré dans son territoire. Dans le développement même. Dans le développement économique, social et environnemental du territoire de l'archipel Guadeloupe. Et la préoccupation environnementale, elle est au cœur de nos activités. On l'intègre dès la conception de nos projets, de nos chantiers. Et pour revenir au siège EDF Audacia, qu'on a inauguré en mars dernier, le nouveau siège d'EDF à Morne-Bernard, eh bien, il illustre finalement parfaitement cette dimension environnementale. C'est un siège, un bâtiment qui est certifié par une norme qui s'appelle la norme BREEAM Very Good, qui est une certification de haute qualité environnementale, la première dans la Caraïbe. C'est un bâtiment qui permet de l'autoconsommation d'énergie à hauteur de 50% grâce à du photovoltaïque sur toiture. Voilà, donc il est performant et il est une vitrine pour EDF Archipel Guadeloupe dans sa volonté et en tant qu'acteur industriel responsable de préserver l'environnement. Pour revenir maintenant à la question des du queues, rapport de la clientèle, des queues. du rapport à alors là aussi, nous, EDF, en 50 ans et pour les 50 prochaines années, on s'adapte. On a su s'adapter. Marlene Bassett disait tout à l'heure que le paysage énergétique évolue, on a su s'y adapter. Le rapport aussi à EDF des Guadeloupéens, des clients, il évolue et il faut intégrer les nouvelles attentes. Sur la question précise des bornes de paiement, on avait effectivement une borne de paiement dans notre ancien siège à Bergevin, donc qu'on a transféré sur notre nouveau siège. C'est pas le seul endroit où il y a des bornes de paiement sur les sites EDF. D'ailleurs, on est en train de nouer des partenariats avec des maisons France Service dans lesquelles on va
installer des bornes, Oui. prochainement à Sainte-Rose et prochainement à Pointe-à-Pitre. C'est en cours de finalisation avec les collectivités citées. Et donc, c'est à nous, on regarde, pour répondre aux attentes des Guadeloupéens, de notre clientèle, le bon équilibre, finalement, entre les moyens de paiement physiques, Oui. via les bornes de paiement, parce qu'on est une entreprise de proximité et on tient à cette proximité parce qu'on est une entreprise de service public, et puis aussi à des attentes de la population vers plus de relations digitalisées parfois. Et à ce titre, nos clients peuvent payer également leurs factures via des moyens digitaux à leur disposition. Alors ça, c'est bien sûr, je vous comprends parfaitement, mais vous le savez comme moi qu'on a une population un petit peu vieillissante, qui n'est pas tout à fait digitalisée, je le dis comme ça. Alors comment on passe de l'argent papier, comme on dit, au numérique, au digital, à EDF? Est-ce que là aussi, il y a un petit accompagnement? Parce que je vous pose la question. Pourquoi? Parce que la CAF a fait comme vous, la CGSS aussi, sauf qu'ils ont prévu des accompagnements qui permettent encore à quelqu'un qui a plus de 60 ans de pouvoir payer avec... À 60 ans, on est encore jeune. Hein. Oui, enfin... voilà, on a non, fait j'ai pas... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon. Non, mais par rapport à ça, comme l'exposait Emma Dahomey, tous les moyens de paiement sont à disposition. D'accord. On essaie aussi de comprendre pourquoi les gens continuent à utiliser des bornes de paiement, pourquoi c'est en espèces. On a essayé de recontacter aussi la Poste pour qu'ils puissent prendre un certain nombre d'encaissements, multiplier les points. Et donc, particulièrement sur le site de Dacia, quand les clients se présentent, on les accompagne. Quelle est leur problématique? Des fois, c'est aussi des renseignements. C'est pas juste payer les factures, des renseignements qu'ils ont besoin. On leur explique les applications comme e-équilibre qui permettent de suivre sa consommation, puisque dans nos évolutions, on a mis des compteurs numériques. Qui est un service gratuit. Ah bon, d'accord. Bon. On a également donc tous les renseignements autour de la facturation, des moyens de paiement, le prélèvement automatique. La possibilité aussi de mensualiser sa consommation, ça c'est vraiment un sujet assez récurrent. On reçoit les factures tous les 2 mois, donc on n'a pas forcément pensé comment on le gère. On a aussi nos équipes solidarité pour les personnes qui sont en difficulté financière. L'échec EDF, vous parlez? L'échec énergie. L'énergie, pardon. Voilà, alors c'est pas l'échec EDF, Oui, c'est l'échec énergie. Mais c'est l'échec énergie pour les personnes qui sont bénéficiaires. Et bien souvent, les gens ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires. Donc on travaille aussi sur cette information-là. Oui. Et donc les moyens de paiement comment vous disiez, les sous, quoi, les billets, l'argent papier ou l'argent papier. Oui. Bon, vous savez que globalement, dans le cadre de tout ce qui est autour du blanchiment d'argent, il est demandé de limiter. Oui, par exemple, sûr, nous, le dès lors que des gens veulent payer des sommes trop importantes en espèces, voilà, ça fait partie des éléments. Et les accompagnements sont là pour les gens qui viennent payer à la borne, de leur expliquer comment ça fonctionne, mais qu'ils ont aussi d'autres moyens à leur disposition, quelles sont leurs difficultés, pour mieux comprendre et encore s'ajuster sur... Alors, vous savez, le midi, à cette heure-là, il y a environ entre 15 et 20 000 personnes qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique et même en France. Alors, je pose la question pour ces gens-là. On a eu le sentiment, après la crise Covid, que boum, ça a augmenté. Et beaucoup de gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi les tarifs ont subitement augmenté? Alors, depuis le 1er février 2025, Oui. les tarifs ont baissé en moyenne de 15% hors taxe. 15%? 15% pour les clients particuliers. Moi, je vais bien regarder ma facture. Alors ça, c'est une belle question, cette question des tarifs, parce que justement, le public, le grand public, a tendance à penser, par raccourci, que c'est EDF qui fixe les tarifs réglementés de vente. Ce n'est pas le cas. Les tarifs réglementés de vente sont fixés, sont déterminés par le gouvernement sur proposition de ce qu'on appelle la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et donc, en général, il y a des révisions de tarifs chaque année, en moyenne 2 fois par an. Et EDF, lui, il applique ce que a décidé le gouvernement. Effectivement, quand il y a eu la crise énergétique, notamment il y a quelques années, notamment du fait de la guerre en Ukraine, on a assisté à une flambée des prix de beaucoup de choses, dont du prix du pétrole, et donc finalement le coût de l'énergie a flambé. Et donc ça a eu une répercussion sur les tarifs d'EDF, réglementés de vente, qui a été quand même limitée par l'État, par la mise en place de ce qu'on appelle
un bouclier tarifaire. Donc, il y a eu une hausse, mais elle a été limitée. Depuis le 1er février 2025, on assiste à une diminution de 15% en moyenne. Donc, 15% par rapport à combien avant? Par rapport à 15% par rapport au tarif de... Le kilowattheure coûtait combien à peu près Alors ça, avant? je ne l'ai pas en mémoire. Mais voilà. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'il y avait effectivement une augmentation et que là, ça recommence à diminuer. Oui. Pour autant, ça va continuer à diminuer? Alors, c'est pas nous qui décidons. Oui. Donc, pour autant... ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que ce que les Guadeloupéens doivent avoir en tête, c'est que tout cela repose sur un principe de solidarité nationale, cette fixation des tarifs réglementés de vente, ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Oui. Et donc, dans les systèmes insulaires, comme les dom-tom, dans lesquels le coût de production d'électricité est 3 à 4 fois plus cher en moyenne que dans l'Hexagone, eh bien, il est vendu au même prix. Oui. Donc, le Guadeloupéen paye son électricité au même prix que dans l'Hexagone. Bien, alors, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure d'écologie, enfin de respect, même pas de biodiversité, mais enfin, disons, du respect de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la géothermie, par exemple, EDF s'oriente de plus en plus vers l'utilisation de moins en moins du pétrole? Alors, globalement, pour remettre dans le paysage, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est élaborée par la région et qu'on appelle la PPE dans notre jargon. Et c'est à l'intérieur de ce document. Et donc là, EDF est un conseil à la fois sur la croissance de la consommation, en tout cas de son évolution, sur les moyens qui peuvent être mis à disposition. Mais c'est une orientation politique de ce qu'on veut faire comme mix énergétique. Et donc, dans la PPE qui est en cours de signature, en tout cas, on attend cette signature, il est envisagé que d'ici 2030, toutes les énergies soient décarbonées pour la Guadeloupe. D'accord. Et donc, cette décarbonation et le mix énergétique existe déjà en Guadeloupe. Il y a 38% de l'énergie consommée qui est produite à partir d'énergie renouvelable, que ce soit la géothermie, le photovoltaïque, l'éolien sur le système, de la biomasse également, des pellets de bois. Donc tout le monde travaille sur le sujet. Et donc les moyens de production des différents producteurs, il n'y a pas que EDF qui est producteur, il y a une filiale qui s'appelle EDF PEI qui est producteur, mais il y a aussi Albioma au Moule qui fait de la bagasse. Et aujourd'hui, ils vont rentrer d'ailleurs cet été dans une conversion de leurs moyens de production pour éviter le charbon, tout simplement, et remplacé par des moyens de type pellet de bois afin de réduire l'impact sur l'environnement. Bon, sur l'évolution juste du paysage du mix énergétique quand même, en complément de ce que disait Marilyn Bassett, l'objectif, il est bien là. Une décarbonation du mix énergétique à l'horizon 2030-2033. Ça passera aussi, donc EDF va accompagner l'accueil plus massif des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ça passera aussi par la conversion aux biocarburants d'actuelles centrales comme EDF PEI qui fonctionnent actuellement au fioul. Donc il y a aussi ça qui va contribuer à décarboner le mix. Alors, je pose volontairement une question au sujet. Le projet de M. Bougré, ça vous va, c'est validé chez vous ou pas? De M. Bougré. Oui, Monsieur Bougré, vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, ne répondez pas. Mais enfin, je sais, il est venu plusieurs fois ici nous dire qu'il fait un travail de recherche pour trouver d'autres pistes au niveau de la géothermie en Guadeloupe. Alors, nous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en tant que directrice EDF Archipel Guadeloupe, je gère le système électrique. Donc, il y a plein de producteurs différents. Et donc là, la géothermie, c'est une recherche au niveau d'un producteur. On n'est pas forcément si demain associé. Ça aboutit, vous êtes preneur, c'est ça? Exactement. On prendra les moyens de production. Alors, nous, avec l'aval, bien sûr, de la commission de régulation, ça fait partie des appels d'offres, etc. Mais tous les moyens sont utilisés. Ce qui fait qu'on est dans un système électrique, c'était un des objets qu'on voulait mettre en avant. On est à 38% d'ores et déjà d'énergie renouvelable. Lorsque c'est du photovoltaïque, donc lié au solaire, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, il y a une grande production. Dès qu'il y a un nuage, ça baisse. Quand c'est la nuit, il n'y en a plus. Donc, il
il faut bien avoir un autre moyen de production pour pouvoir Tout à couvrir. fait, tout à fait. Pour les éoliennes, quand il n'y a pas assez de vent, elles s'arrêtent. Mais quand il y a Quand trop de vent, il n'y a plus d'éoliennes non elles plus. s'arrêtent aussi. Donc, dans toutes ces phases-là, Oui. il faut qu'on ait en disposition des moyens qu'on appelle des moyens de base, qui Oui. puissent se démarrer très rapidement et qui puissent venir couvrir ces aléas. Donc, autant on peut dire que la production d'électricité fait ça en permanence, Oui. mais il faut que le client il ne voit que ça. Et donc ça, c'est notre travail, de pouvoir équilibrer tout ça en permanence, et qui fait que des fois, on comprend pas. Moi, j'entends depuis mon retour, et ça fait 1 an en Guadeloupe, à la direction d'EDF, des gens qui disent, mais pourquoi on mettrait pas du solaire partout, Oui, on pourrait être en j'entends autonomie, ça etc. aussi, oui. Mais là, on voit très bien, physiquement, qu'il faudrait avoir du stockage. La pointe, c'est 260 mégawatts. Et 1 mégawatt, c'est plus grand que votre studio. D'accord. Donc on ne pourra pas couvrir tout avec des batteries. Il y en a déjà sur le territoire. Il y a un problème aussi physique d'équilibre électrique en permanence à gérer. Hein. Donc nous, on a des personnes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui gèrent cet équilibre-là. Donc voilà, c'est aussi ça. Et dans une île, forcément, le réseau est plus restreint. Oui. Donc il est forcément moins stable. Donc on est amené à faire des ajustements permanents, mais un aléa peut entraîner effectivement des déficits. Il nous reste 1 minute pour vous donner votre message aux Guadeloupéens qui vous regardent 50 ans après l'installation d'EDF. Vous avez rassuré un petit peu sur la hausse des prix, enfin la baisse des prix, on va dire. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire aux Guadeloupéens qui vous regardent ici et ailleurs? On a fini par parler effectivement des enjeux environnementaux, des enjeux de verdissement et de décarbonation du mix. Moi, mon message, c'est que la transition énergétique que DF Archipel Guadeloupe accompagne Oui. et continuera d'accompagner, c'est aussi une affaire de responsabilité individuelle, de prise de conscience et de responsabilité Citoyenne. individuelle. Et le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Oui. Ce slogan, il est encore plus vrai dans un territoire insulaire. Donc j'ai envie de dire aux Guadeloupéens, eh bien chacun à son niveau, de faire le petit geste pour consommer moins, Oui. consommer mieux et consommer autrement, Donc, parce que j'éteins chaque geste le compte. climatiseur après votre départ. Eh bien, je vous y invite, Monsieur Oui. Zandronis. Alors on ne dira pas d'éteindre, hein, parce Oui. que l'enjeu, c'est garder le confort Quand même, oui. que nous avons. Mais par contre, effectivement, pour l'avoir vu à certains endroits, qu'on a des clims à 16 degrés Oui. Et qui fait 32 dehors, Les c'est- magasins où la clim fonctionne et les portes sont ouvertes. Voilà, par donc exemple. ça fait partie des éléments. À 19, on a le confort du différentiel de température. Moi, mon message pour conclure, déjà, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui et pour pouvoir évoquer... C'est pas la dernière fois, peut-être, non? Ah non, avec Non. plaisir. On Vous reviendra, reviendrez. on pourra faire un sujet spécial sur les tarifs, par Volontiers, exemple. volontiers. Oui. Et comment ça fonctionne. Et du coup, nous, pour les 50 ans, comme je l'ai dit, j'espère qu'on n'aura pas de cyclone, mais il faut savoir que un des éléments majeurs, c'est quand même les arbres. C'est pas les lignes qui tombent, Oui. hein, c'est les arbres qui peuvent tomber sur les lignes ou des branches. Et donc l'élagage, ça va être un moment important. Et puis je veux dire à tous qu'on reste mobilisés pour distribuer une énergie de qualité au quotidien. Ben, Madame Dahomey Thibaudier et Madame Bassett, on vous remercie d'être venue pour cette première fois. Et puis, on vous attend pour un prochain talk. La porte est ouverte. Voilà, il est 13h02, c'est la fin de la première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec Monsieur Carlos Cruz et Monsieur Freddy Sébastien. Tout de suite. Voilà, il n'est que 13h10. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Carlos Cruz. Bonjour. Bonjour. C'est le gros responsable culturel de l'académie. Mais avant ça, on va faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est au niveau de la justice, le bilan des conciliateurs de l'année. Chaque année, ils font ça. C'était pour 2024. Et Charlie Dagonia était là avec sa caméra. On regarde. Les conciliateurs existent depuis un décret du 20 mars 1978. Donc ils ont été créés après la disparition des juges de paix. Et le rôle du conciliateur, c'est de tenter de faire en sorte que deux parties qui s'opposent trouvent un terrain d'entente pour mettre fin à leur litige, à leurs différends. Le conciliateur n'est pas un juge, donc il ne tranche pas le litige. Son rôle, c'est, comme je vous ai dit, c'est
de façon adroite, à amener les personnes en les faisant s'exprimer l'une après l'autre, et puis en leur faisant reconnaître un petit peu la réalité de l'autre, de façon à ce qu'ensemble, eh bien, ils trouvent une solution. Alors, la conciliation, c'est gagnant-gagnant. Le tribunal, c'est, je serais tenté de dire, gagnant-perdant. Il y a un vainqueur et puis il y en a un qui perd. Alors qu'en conciliation, les parties, quand elles se séparent, elles doivent être satisfaites et avoir l'impression d'avoir gagné, enfin, chacune pour elle. Voilà, c'est ça. Beaucoup de Guadeloupéens, d'abord, n'osent pas forcément franchir la porte d'un tribunal. Et donc, du coup, il suffit d'aller sur le site internet de la Cour d'appel. Vous avez des permanences qui sont sur tout le territoire, qui sont dans des mairies, parfois dans les tribunaux. Et donc, par un simple rendez-vous, il faut évidemment que la partie adverse l'accepte aussi. Eh bien, vous allez pouvoir discuter de votre affaire et peut-être aboutir dans la discussion à un résultat qui tire tout le monde par le haut. Parce que le juge, il décide, il dit, bah, là, vous avez raison, vous avez tort. Là, on décide ensemble avec un tiers qui est formé, qui est un conciliateur et qui va amener à la solution. Et ça, c'est vraiment bien, c'est rapide, c'est simple, c'est gratuit et ça n'a pas de prix. Au niveau national, c'est 40% à peu près de réussite. Il y a 180 000 dossiers ouverts chaque année, saisines de conciliateurs, et à peu près entre 40 et 45, je n'ai plus le chiffre exact, mais entre 40 et 45%, c'est donc pas mal. Hein, de plus en plus sollicité, d'autant que depuis octobre 2023, pour certains litiges, il a l'obligation de passer par un règlement amiable. Donc c'est la conciliation, mais ça peut être aussi la médiation, ça peut être la procédure participative avec des avocats, mais c'est pour tous les litiges de moins de 5 000 € et tous les conflits de voisinage. Voilà un sujet qui va sûrement intéresser M. Cruz, c'est le concert des jeunes du lycée de Carnot. Très bien. Très beau concert. Michel Lepape et sa caméra étaient sur place, on regarde. Le concert de fin d'année, c'est l'aboutissement d'une année de travail avec moi déjà en tant que professeur, mais aussi nos partenaires privilégiés, le Centre culturel Sonis, et puis aussi le CRR 93, parce que ce sont tous des élèves du conservatoire d'Aubervilliers et La Courneuve. Et puis c'est aussi des professeurs de renom que l'on ne présente plus. Jérôme Castries, Éric Delblon, Audrey Clodion, Adam Zoulac et bien d'autres. Et puis c'est aussi des masterclass avec l'excellence au rendez-vous. Stéphane Castries, Sonis Roupé, et là encore bien d'autres qui viennent finaliser notre spectacle, apporter du grandiose. Mirella Toussaint, nous sommes en S2TMD, une filière excellente. Donc ce concert pour nous, c'est l'aboutissement, ça représente notre filière, l'excellence tout simplement. Encourager ces jeunes, les motiver, pour moi, c'est très important. En plus, c'est dans un lycée, nous accompagnons le projet du lycée, nous accompagnons des jeunes qui partent faire des études. Nous avons juste derrière une jeune qui est maintenant, technicien, ingénieur du son, qui est passé par là. Donc, c'est une fierté. Nous avons vu 3 ou 4 qui ont créé leur entreprise, le nouveau modèle économique que j'appelais de mes voeux. Et bien, c'est cela. Donc, oui, je devais être là pour pouvoir les encourager et qu'on poursuive vraiment avec ces jeunes à Carnot. Quand je vois la prestation, quand je vois la passion, quand je vois la maîtrise de ces enfants, tout cela nous encourage et c'est de bon augure pour le pays. Parce qu'il faut qu'on sache que la culture, c'est déterminant, c'est ce qui donne l'identité, la force d'un pays, le rayonnement d'un pays, qui donne une dimension internationale à travers la qualité donc, des œuvres. Donc, c'est une bonne chose que nous ayons donc, des pépites comme ce que nous venons de voir ce soir. Donc, je suis un homme heureux.
c'est le concert de fin d'année. On va les retrouver à Terre de Blues. À Bonacarno, ils seront à Marie-Galante à partir de la semaine prochaine. Et vous aurez le plaisir de les revoir. C'est vraiment la liaison de la culture et de la pédagogie. Écoutez, c'est une très très belle introduction à mes propos, parce que effectivement, la S2TMD est une filière d'excellence, comme le dit Madame Chalcol. Et vraiment, je la félicite pour son engagement, sa passion, mais pas qu'elle, toute son sa équipe. réussite aussi. Et sa réussite, bah oui, filière d'excellence, il y a plus de 100% au bac Chaque tous les année, ans. pratiquement. Non, mais c'est vraiment formidable ce qu'ils font. Et comme quoi, la culture effectivement est en avant, les arts et la culture sont en avant, mais ça permet la réussite scolaire également. Donc, on a tout intérêt à développer des projets culturels et artistiques dans les écoles et collèges et lycées. Alors, vous êtes venu ici parce que vous avez un programme d'action qui est assez lourd, intéressant, qui a commencé depuis hier et qui va se terminer, je vois, jusqu'au 27 juin. Oui, ça continue, oui, qui a commencé même avant, parce que au mois de mars-avril, nous avions le temps des poètes. Nous avons mis à l'honneur Saint-Jean-de-Perse. Nous allons y revenir d'ailleurs cette fois-ci sur le concours d'éloquence qui aura lieu demain. Donc oui, effectivement, mois de mai-juin, c'est vraiment les mois de rendu des actions culturelles menées dans les établissements, mais aussi organisées par l'académie. Donc ça se passe au Mémorial Acte, ça se passe au Palais de la Culture, ça se passe dans des lieux emblématiques pour que les élèves soient valorisés à travers leurs prestations. Et ils doivent être valorisés parce que vraiment, comme le disait le président, nous avons des pépites en Guadeloupe et il faut encourager ces jeunes, parce que réussir sa vie, c'est pas uniquement réussir l'école, on sait bien. Hein, c'est aussi réussir dans les arts, c'est réussir dans la relation aux autres, c'est réussir... il y a d'autres formes de réussite que la réussite scolaire. Mais il faut tout de même réussir à l'école. Hein. Oui, il faut réussir à l'école. Mais quand on réussit culturellement, on réussit à l'école en général. Exactement. Ça fonctionne. Alors, donc, concours d'éloquence. Après, omniscience. Alors, qu'est-ce que c'est omniscience? Alors, donc je disais, si vous me permettez de partir du concours d'éloquence demain, donc c'est un concours que nous organisons depuis 13 ans, autour d'un auteur, d'un écrivain. Et donc, demain, ce sera autour de Saint-Jean-de-Perse, dont nous venons de lancer l'année... La ville de Pointe-à-Pitre a lancé l'année Saint-Jean-de-Perse récemment, et nous nous associons à cette action-là, et dans ce cas, nous mettons en place ce concours d'éloquence pour des élèves de 3e jusqu'en terminale. Donc ça, c'est demain au MACT. Donc c'est ouvert au public. Hein, si des gens souhaitent venir nous voir, ça serait vraiment avec plaisir que nous accueillerons. Ensuite, le concours Omniscience, c'est pas un concours. En fait, c'est un ensemble de concours. C'est toutes les actions culturelles que nous avons menées autour de la science, de la technologie, de la culture scientifique, en fait, que nous mettons en place et que nous présentons. Donc, il y a un certain nombre de concours. Il y a des personnalités aussi du domaine des sciences qui seront là, qui vont faire le déplacement pour autour de tables rondes, etc. Donc, ça se passe au MACT à partir de 8 heures. Il y aura aussi un intermède musical à un moment donné, parce qu'on ne peut pas se passer de la culture, bien même sûr, en faisant des sciences. Et par l'orchestre à l'école de Douville. Donc, ce sont des tambouillés, une danseuse organisée par monsieur Martinez, le professeur de musique. Donc, beaucoup de choses autour des sciences, de la culture scientifique. Ça va se passer de 8h30 jusqu'à, j'espère, pas trop tard, pas au-delà de 13h. C'est très fourni, très dense. C'est une grosse manifestation autour de la culture scientifique, technologique et industrielle. Donc ça, c'est vendredi. Et vendredi, il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a d'autres choses. Nous allons à Marie-Galante pour installer le pôle relais culture. Alors, 2 mots sur le pôle relais culture. En fait, il s'agit de créer des, comme le nom l'indique, des pôles de programmation culturelle, d'expression culturelle pour les publics les plus éloignés. Nous en sommes au 4e pôle que nous allons installer à Marie-Galante. Nous en avons déjà 3 installés ici en Guadeloupe continentale, comme on dit. Une à la Désirade, pardon, c'est pas tout à fait ça, mais une à la Désirade, une autre à Anse-Bertrand, une autre à Vieux-Habitants, et donc Marie-Galante, et on finit par Gourbert, je crois aux alentours du 24 juin. Donc l'idée, c'est de rapprocher la culture des populations les plus éloignées. Et ces pôles relais culture sont installés dans les collèges.
C'est ouvert au public scolaire, bien sûr, mais aussi à la population. C'est ça l'originalité de ce dispositif que nous allons déployer. On en aura 5 d'ici le mois de juin. Voilà. Donc ça, c'est le pôle relais culture. On a aussi le concours Jeunes cinéastes en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est le concours Jeunes cinéastes? Alors, c'est un concours qui s'adresse aux collégiens, lycéens qui sont dans des dispositifs d'enseignement artistique autour de cinéma audiovisuel. Et donc, on leur demande de produire des petits films qui sont diffusés. Là, nous en avons plus d'une trentaine. Je sais que la personne qui est chargée de mission cinéma, elle s'arrache un peu les cheveux pour faire le montage. Voilà, pour faire le montage. Et donc, ça se passe au Ciné-Théâtre du Lamentin, donc vendredi, pareil. Vendredi aussi, voilà, donc on va avoir du mal à tout couvrir parce que on peut pas être partout, hein, on n'a pas le don d'ubiquité. Surtout qu'il y a Marie-Galland de l'autre côté. Donc oui, c'est ce concours qui s'organise là et c'est vraiment, il y a des choses incroyables qui sont produites par les élèves de nos spécialités cinéma, options cinéma dans les collèges et dans les lycées. Et puis il y a le concours de lecture à voix haute. Ah, lecture à voix haute, c'est Oralison. Là, c'est un concours qui s'adresse aux élèves de l'élémentaire. Ça commence dès la grande section, je crois, et ça va jusqu'à la 6e, parce qu'il y a cette liaison entre l'école élémentaire et la 6e. Donc, il s'agit de lire des textes à voix haute. C'est une opération qui a lieu durant toute l'année. Et le 16, je crois, le 13 juin, donc il y a une remise des prix. Et à ce moment-là, donc on va féliciter les élèves qui ont reçu l'approbation, la validation de leurs professeurs. C'est vraiment une très belle manifestation et il y a énormément d'élèves qui participent à cette action-là durant toute l'année. Alors, connais-tu ton patrimoine? On a vu l'affiche, on va la revoir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, connais-tu ton patrimoine? C'est une opération que nous avons lancée, je crois que c'est la 4e, quelque chose comme ça, je pense que c'est la 4e session que nous avons lancée en partenariat avec le conseil départemental. L'idée, c'est que les élèves, en fait, ça s'inscrit dans un projet très large qui s'appelle Collégiens ambassadeurs du patrimoine. L'idée, c'est que les élèves deviennent ambassadeurs d'un élément du patrimoine guadeloupéen, un élément le plus proche de leur établissement. Donc, c'est ça l'idée de base. Et connais-tu ton patrimoine? En fait, c'est un jeu de questions. Ça a commencé depuis le mois de janvier dans les établissements et on fait la finale le 13, pareil, le 13 à la maison départementale du Gosier. Et donc là, nous prenons les meilleurs élèves et on leur pose des questions sur le patrimoine guadeloupéen, sur les personnalités, sur l'histoire, etc. Et donc, à ce moment-là, on va leur remettre un prix, des trophées. C'est vraiment une très, très belle opération dans un lieu qui est vraiment chargé aussi, qui est très chargé, un très bel endroit qui est la maison départementale du Gosier. Donc c'est vraiment c'est une très très belle action et cette année voilà, il y a une petite originalité aussi. On a introduit une option pour les parents accompagnateurs. Donc il n'y a pas que des jeunes, on a ouvert aux parents pour savoir ce qu'ils connaissent du patrimoine. Connaissent leur patrimoine. Voilà. Alors, 2 petits mots sur Compère-Lapin quand même, avec Saint-Cyr, j'imagine. Avec, avec Victor Saint-Cyr-Cailleul. Alors là, c'est une très très belle opération. Victor Saint-Cyr-Cailleul nous a offert au Rotary Club Pont de l'Alliance une centaine de compères-lapins, de petites mascottes compères-lapins que vous voyez à l'image, et pour les opérations de Noël du Rotary Club Pont de l'Alliance. Et donc nous avons monté rectorat et Rotary Club Pont de l'Alliance une opération pour remettre cette mascotte, on va dire, aux enseignants des écoles et maternelles pour qu'ils puissent développer l'acquisition de connaissances patrimoniales autour de Compère-Lapin, qui est un personnage emblématique des contes guadeloupéens, et aussi utiliser cette mascotte pour développer l'acquisition du langage chez les enfants de maternelle. Donc ça, nous allons remettre cela donc au cours d'une matinée, on va dire, festive, où nous faisons intervenir le spécialiste de Compère-Lapin que tout le monde connaît, qui est Benzo. Donc Benzo est de l'affaire, il vient avec nous, il va conter des histoires aux
aux jeunes moyenne section et grande section. Ensuite, il y aura la remise de cette mascotte et autour d'un petit verre de l'amitié, parce qu'on est en fin d'année aussi, il faut célébrer et féliciter les élèves pour les efforts qu'ils ont fournis durant toute l'année. Donc c'est une très belle opération en partenariat Rotary Club Pont de l'Alliance et le rectorat. Et donc forcément sur un établissement scolaire, Félix Edenval à Bémao, et nous en remettrons d'autres aussi à Basse-Terre et sur d'autres écoles aussi de Bémao. Donc une vingtaine en tout de compères-lapins pour que les contes guadeloupéens existent chez nos élèves, que nos élèves apprennent ces contes-là, soient dans leur culture, et que ce personnage les aide aussi à acquérir le langage. Très important. Et on va finir une chanson, oui. Ah, ça c'est une très très belle opération. Julien Dalle est venu me voir au mois c'était pendant les congés de décembre, en me disant il faut qu'on fasse quelque chose autour de Wish. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis oui, j'aimerais bien faire participer les jeunes à l'aventure Wish, parce que c'est une très belle aventure. Alors je lui dis écoute, on va réfléchir et je te dirai ça. Donc on s'est revu tout de suite en janvier, et l'idée est venue de faire interpréter la chanson de Wish Héritage par les jeunes, de l'école élémentaire jusqu'au lycée. Hein. Ah oui. Et donc on a lancé l'idée, donc avec la bande son, avec tout ce qu'il faut. On a envoyé ça aux collèges et lycées et écoles qui souhaitaient s'engager dans ce projet, pour leur dire, il y a de la matière, si vous souhaitez interpréter cette chanson à votre manière, faites un petit film d'1 minute et demie, 2 minutes, vous nous envoyez ce film, et le gagnant, parce que nous organisons une grande soirée le 27, je crois que c'est le 27 juin, au cinéma, au ciné-théâtre. Nous allons projeter les différentes productions des établissements scolaires. Et à ce moment-là, c'est le public qui va choisir. D'accord. Le public va choisir et ensuite, l'équipe de Wish va refilmer avec des moyens techniques professionnels, ce qui a été produit de manière, on va dire, artisanale par les collèges et lycées. Je crois que nous avons déjà de bonnes productions. Hein. Et ensuite, ça deviendra la bande son le Wish des jeunes. Le Wish des jeunes, mais c'est la bande son officielle de Wish. Ah bon, ça oui, qui sera vue partout. D'accord. Voilà, donc c'est une grosse opération. Une grosse opération. Donc, comme on dit, save the date du 27 juin. Ah ben oui, ça, c'est the date. On essaiera d'être là. À partir de 18h. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas que du scolaire. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça va être intéressant, ça. Ça va être très intéressant. Ok, je vois que... J'ai déjà reçu 5 films, donc c'est jusqu'au 10. J'attends encore le 10 juin pour avoir l'ensemble des films. Il y en a 12 à peu près. Pour une première, c'est quand même très bien. Mais déjà, ce que j'ai vu, ça donne des frissons. Un programme d'action culturelle de juin, il est costaud. Hein. Il est costaud, comme tous les ans. On essaye de faire vivre la culture. Je reviens encore sur ce que disaient nos deux présidents. La culture, ce n'est pas uniquement un supplément d'âme. Hein. C'est ce qui permet à l'individu d'exister, de s'exprimer, de rentrer en contact avec l'autre. Ça le construit toute sa vie. Donc, je crois qu'il faut... En ces temps difficiles pour la culture, d'un point de vue financier, vous savez bien que on divise par 2, par 3, quelquefois même par 10 les budgets. Eh bien, il faut se souvenir que vaut mieux construire des ponts que construire des murs, et qu'il faut construire l'élève de demain qui a besoin d'art et de culture pour s'épanouir et exister. Voilà, merci d'être venu dire tout ça. Résume du 5 au 27, un gros programme. On le retrouve sur le site de l'Académie. De l'Académie, ou sinon me contacter directement, ou vous tapez aussi site, vous tapez DAC, DRAAC Guadeloupe, DRAC. DRAC Guadeloupe, tapez ça sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber forcément sur notre site, parce qu'on s'est organisé pour qu'il soit devant. Merci d'être venu. Voilà, 13h30. C'est moi qui vous remercie. 13h30, c'était la dernière séquence tout à l'heure après la pub, puisqu'on va recevoir quelqu'un. On va parler culture avec M. Freddy Sébastien, le président de l'association Mieux Vivre à Mathurin, et il y a une soirée littéraire après demain samedi. On voit qu'au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui se font, et c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. 13h30, on prend la pause, on remercie M. Cruz, on se retrouve tout à l'heure pour notre dernier invité et la fin des actualités.
Voilà, il est exactement 13h37. C'est la dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Freddy Sébastien. Bonjour. Il est président de l'association Mieux Vivre à Mathurin à Gosier. Il va avoir une soirée littéraire. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actu. L'actu, c'est cette campagne d'airbag Takata. La préfecture demande aux Guadeloupéens qui ont des véhicules qui sont impactés par, qui sont touchés par l'airbag Takata, portez manœuvre, puisqu'il reste 20 000 véhicules, il y en avait 40 000, il reste 20 000, et donc vous devez faire le nécessaire. Reportage Charlie Dagonia. C'est parti. Avez-vous entendu parler de la campagne de rappel liée aux airbags défectueux Takata? C'est une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris une ampleur de plus en plus aiguë au cours de ces derniers mois, avec des accidents qu'on a relayés les uns et les autres, accidents tragiques, accidents mortels. Les premiers accidents qu'on a reliés effectivement aux airbags Takata, c'était en 2023. Dès ces premiers accidents, on a organisé une première campagne, une première communication en destination des concessionnaires, des centres de contrôle technique, des garagistes. On en a refait une de c'était en juillet 2023, on en a refait une seconde en janvier 2024. Voilà, pour alerter, pour communiquer sur les numéros de voitures, comment on procédait, quelles étaient les voitures, quelles étaient les séries, quelles étaient les marques, quelles étaient les séries qui étaient concernées par ces airbags. Saviez-vous qu'un numéro unique et gratuit a été mis en place pour vérifier si votre véhicule est concerné par les airbags défectueux Takata? Il s'agit du 0800 700 800 et en quelques minutes, nos conseillers vous aident à y voir plus clair. On sait très bien que c'est les premiers pas qui sont les plus faciles et les derniers pas qui coûtent, et que là on va toucher forcément des gens qui n'ont peut-être pas forcément été attentifs, qui n'ont pas forcément été rappelés, qui n'ont pas reçu forcément de courrier des concessionnaires, qui n'ont pas reçu l'information. Et donc, on passe, si vous me permettez l'expression, à la vitesse supérieure avec cette campagne. Cette campagne, elle est innovante dans le sens où tous les concessionnaires se sont regroupés pour communiquer ensemble avec un numéro unique, le 0800 700 800, qui facilite la vie, si j'ose dire, du client, du conducteur, pour vérifier si son véhicule est concerné ou pas. S'il est concerné, on prend rendez-vous très rapidement pour lui en atelier. Il y a le numéro unique, il y a aussi un WhatsApp qui a été créé. Vous prenez une photo de votre carte grise et vous envoyez par WhatsApp cette photo et notez les conseillers vérifient très rapidement si vous êtes concerné. Pour rappel, le remplacement de l'airbag est gratuit et réalisé en 30 à 90 minutes chez votre concessionnaire. Encore une fois, on a 40 000 voitures à traiter, on en a traité 20 000. Il faut traiter les 20 000 qui viennent, il faut les traiter le plus rapidement possible. Tout le monde est mobilisé, les concessionnaires se sont mobilisés pour que dès que vous prenez rendez-vous, vous ne restiez pas plusieurs jours sans réponse. Il faut pouvoir très vite traiter votre voiture, la réparer, changer l'airbag, de façon à vous mettre en sécurité les uns et les autres. Appelez-nous au 0800 700 800. Votre sécurité est notre priorité. Voilà, vous avez dû comprendre le message, c'est important. Les 20 000 personnes qui ont encore des airbags Takata, portez manœuvre, parce que c'est votre vie qui est quelquefois en danger, parce qu'il y a déjà une douzaine de personnes qui ont péri suite à ces airbags défectueux. On va parler soirée littéraire, puisque l'association Mieux Vivre à Mathurin organise une soirée. C'est la 2e édition. Bonjour, monsieur Sébastien. Alors, comment ça va s'organiser? Alors, bonjour, monsieur Zandronis. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Canadis et de ZCL News. Voilà, donc, soirée littéraire qui s'inscrit effectivement dans la programmation du 35e anniversaire de l'association Mieux Vivre à Mathurin. Donc, cette soirée littéraire aura lieu ce samedi 7 juin. Juste avant tout, rappelons aussi que le thème de cette manifestation, ce sera Mathurin, un carrefour culturel poursuivant la transmission intergénérationnelle. Voilà, donc le nom parle, donc au travers de toute cette programmation qui va s'étaler sur tout le long du mois de juin. Oui. Donc nous avons déjà en ligne de mire cette soirée littéraire qui mettra en tout cas en lumière deux auteurs, deux temps forts en tout cas, qui sera la présentation de Perles de femmes
Perle de femme qui est... C'est l'ouvrage que vous avez là d'ailleurs. Hein. Voilà, l'ouvrage effectivement qui est à mes côtés. Alors, c'est Perle de femme qui a été rédigée par six co-autrices qui mettent en lumière plusieurs thématiques, en tout cas dans ce recueil de poésie. Et à leur côté, on aura également Marie Louison qui elle aussi est... conteuse. Voilà, conteuse et poète également. Donc, qui aura sa place ce jour-là. Donc, nous invitons toutes et tous à être à ce rendez-vous pour la deuxième édition de cette soirée poétique et littéraire. Alors, deux petits mots quand même sur l'association Mieux Vivre à Mathurin, parce qu'il y a une association qu'on connaît, dont on parle beaucoup, mais il y a cette association Mieux Vivre. Alors, qu'est-ce que c'est comme asso? Alors, Mieux Vivre à Mathurin, c'est une association sportive et culturelle qui a pris naissance depuis mars 1990. Et depuis sa création, nous n'avons pas cessé d'œuvrer dans tout ce qui est de domaine culturel, sportif et même aussi environnemental, parce que nos premières actions, justement, ont débuté dans le domaine environnemental avec une source qui est juste à l'entrée, en tout cas, de notre quartier, qui est appelée la source de Poussette. Donc, nos premiers, en tout cas, pas ont déjà évolué par là, avec aussi une population, en tout cas, où on est très fortement à ses côtés, à tous les niveaux, que ce soit dans les temps durs ou même au niveau de l'animation. Voilà. Donc, nous avons tout type d'activités qui jalonnent tout le long de l'année pour pouvoir satisfaire tout un chacun. Et c'est vrai que cette association, créée depuis 1990, a œuvré dans le domaine théâtral, dans le domaine sportif et continue encore son petit bout de chemin, et on espère en tout cas avec l'équipe qui m'entoure de pouvoir faire le mieux qu'ils puissent pour pouvoir continuer à satisfaire plus d'eux. Alors, on ne veut pas tout dire, mais enfin, je vois déjà qu'il y a le 14, une parade de moto, le 21, une conférence sur l'alimentation, un coup de tambour le 27 juin. Disons que le mois de juin, il est bien bâti au niveau culturel. Hein. Absolument, M. Zandrouni. C'est vrai que, comme vous venez de le signaler, le programme ainsi établi est très lourd, en tout cas en termes d'animation. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on se donne de pouvoir satisfaire tout chacun. Donc, le 14 juin, effectivement, nous aurons une parade de moto. Donc là, ça va être la première, en tout cas, où nous aurons une ronde qui va s'effectuer avec l'association Moto Racing Team, présidée par M. Alex Vindex. Donc, du coup, cette parade mettra un peu l'accent sur la sécurité avant tout pour les deux roues. Et l'après-midi, nous aurons notre classique tour cycliste. C'est le Grand Prix de Mathurin avec les catégories U15, U17 et féminine. Donc là aussi, ce sera sous forme de circuit à l'intérieur des terres du territoire du Gosier. Ensuite, le 21 juin, nous aurons une conférence tournée autour de l'alimentation, avec en thématique l'alimentation et la prévention des maladies chroniques. Et l'intervenante, en tout cas pour cette conférence, sera Madame Cognon Françoise, qui est une consultante en alimentation et formatrice. Voilà, avec quand même l'appui fort de la Mutualité française qui nous appuie pour cette conférence. Voilà. On poursuit. C'est un bon programme. De toute façon, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir, puisque le Z7, c'est aussi là aussi pour permettre aux associations et aux gens qui sont dans la culture de s'exprimer et d'informer les Guadeloupéens autour de ce qui se fait. Donc, il ne suffit pas tout le temps de parler de Gosier dans le sens négatif. On sait de quoi je parle, mais il y a aussi des choses intéressantes qui se font dans la commune. Absolument. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avec tous ces programmations, en tout cas, d'ailleurs, je n'ai pas terminé. Donc, c'est vrai que le 27 juin, nous aurons un coup de tambour. Donc, un coup de tambour où on va associer un certain nombre d'acteurs dans le domaine culturel pour pouvoir porter un peu cette attention pour notre culture.
Et puis, le reste s'en suivra avec le côté festif, avec une soirée karaoké. Et se terminera le dimanche 29 juin. Voilà. Bien, merci Monsieur Sébastien de venir tout ça. On note le prochain rendez-vous, c'est samedi 7 juin 18h30. Le lieu exact. Alors samedi 7 juin au local même de l'association situé à l'impasse Air de Valouette dans le quartier de Mathurin. Donc nous invitons. C'est exact. Donc nous invitons tous les littéraires à être à ce rendez-vous. D'ailleurs, ce ne sera pas que de la littérature, il y aura également de l'animation musicale. Et un petit cocktail à la fin. Bon, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Voilà, 13h47, on revient à l'actualité en partant à Paris avec notre correspondant Maurice Essé, puisqu'il y a au moins 2 sujets qu'on n'avait pas exploités, et ça va être le fait tout de suite. C'est parti en direction de Paris. Emmanuel, première question, est-ce qu'on peut parler de la continuité de l'Amé-Confénègue, la signification, le symbole, c'est quoi? Alors le symbole, il est fort, hein, c'est notre définition. L'Amé, c'est l'océan, c'est donc la traversée, la traite négrière. Canne, c'est la canne à sucre, c'était l'or blanc à l'époque, c'était l'objet de l'esclavage colonial. Fait, c'est le fer des chaînes. Mais on dit aussi, le monde qui apprend fait, c'est la misère qu'ont vu nos aïeux dans ce système-là. Et nègre, c'est comme ça qu'on nous appelle nègre. Nous sommes des Lamé-Confénègue. C'est comme ça qu'on a créé ce concept, ce mot-là, avec 4 mots créoles, mais c'est un concept qui est là, qui est identitaire in fine. Emmanuel, vous vous êtes battu pour que le 23 mai devienne une date mémorielle. Elle est. On a gagné ce combat, mais de toute façon, elle était de fait. À partir du moment où, le 23 mai 98, nous étions 40 000, le 23 mai 2000, puisqu'on a mis du temps avant de créer le CM98, on a voulu réfléchir à ne pas faire n'importe quoi. Donc, le 23 mai 2000, on a fait la 2e commémoration à la nation. Nous étions plus de 4000 avec des bougies à l'époque. Et ensuite, tous les ans, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, nous avons tenu une commémoration de nos aïeux tous les 23 mai. On n'a jamais raté un 23 mai. Donc, c'est une date de fête qui est la date nationale. Elle s'est imposée comme date nationale. Il a fallu quand même une grève de la faim de notre président de l'époque, Serge Romana, devant le Sénat, pour que le Sénat revoie sa copie et accepte que cette date devienne une date nationale. Donc, effectivement, nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre. Mais là, le combat va changer de nature quand il y aura le mémorial. Il faudra maintenant que nous combattions avec notre population, avec nous-mêmes, pour que nous nous approprions ce mémorial, que nous apprenions à nous aimer, à aimer ses aïeux, et ça va faire que nous allons nous aimer nous-mêmes. Et les noms qui sont affichés, c'est extraordinaire, hein, ça c'est... Ben écoutez, il y aura 234 000 noms, c'est plus de 90% des noms des Antillais, Guyanais, Réunionnais, Saint-Martinois. Et je crois que c'est essentiel, parce que ça veut dire qu'on les a retrouvés. Ça veut dire qu'on les a mis à la postérité, et c'est ça qui est essentiel. Dernière question maintenant, il s'agit de parler de dédommagement, mais c'est impossible. Alors la question qui est posée pour nous, dédommager quoi? Réparer quoi? Nous savons, nous, quel est le mal de ce système dans nos consciences. Nous nous considérons comme des hommes de deuxième génération, nous sommes des deuxième catégorie de citoyens. Nous n'osons pas suffisamment. Nous avons des troubles de l'estime de soi, dans des problèmes identitaires. Et bien justement, notre travail à nous, c'est de nous réparer nous-mêmes. Je pense que c'est le problème principal. Et après, bien évidemment, il faudra se battre pour des politiques publiques qui vont permettre l'émancipation de cette société au niveau économique, au niveau culturel, au niveau de la santé, au niveau psychologique. Il faut savoir par exemple que le taux de personnes psychiatriques dans nos pays est beaucoup plus important, mais énormément plus important que celui le taux de la France hexagonale. Robert, nous poursuivons évidemment nos interviews ici à Montpellier pour cette 19e assise du centre-ville avec moi, celle qui depuis des années accompagne ces élus de l'Hexagone, Isabelle Adonis de l'agence Isanaja Consulting. Alors Isabelle, c'est toujours un effort particulier à faire venir ces élus qui apprennent beaucoup de choses. Alors quoi de neuf cette année ? Merci Maurice et merci à Outre-mer News pour cette intervention. Effectivement, cette année, c'est la 10e édition à laquelle participe Isanaja Consulting. Je tiens à envoyer un petit salut à Jackie Adonis qui, pour la première fois, n'est pas avec nous cette année. Mais donc, oui, une belle délégation de différents territoires que vous avez interviewés d'ailleurs, et très fière du coup d'inciter nos élus, nos techniciens à venir découvrir ce qui se fait et à venir se rendre compte que les problématiques que nous avons ne sont pas uniques.
nous avons à partager avec les élus nationaux des problématiques communes et donc des solutions qui peuvent être mutualisées. Et l'idée, c'est vraiment de venir échanger, de se faire connaître, d'informer au niveau national de ce que les Antilles-Guyane font, l'Outre-mer en général fait, et qu'on puisse prendre aussi quelques solutions à adapter à nos territoires. Oui, en effet, en ma qualité d'élu délégué à l'Action Cœur de Ville, il est important que nous puissions confronter nos idées en venant aux assises des villes en mouvement, surtout qui portent les projets ACV. En tout cas, là, on se rend compte en 2025 que les centres-villes bougent. Et il en est de même pour notre centre-ville des Abîmes. Et la question de la renaturation des centres-villes, la notion de plantation d'arbres dans les centres-villes rentre parfaitement dans la dynamique que nous avons lancée à travers nos 2 mornes, à savoir nos 3 mornes, je dirais, Morne Cabrit, Morne Calvaire et le morne de la mémoire. Mais écoutez, c'est un rendez-vous incontournable, hein, ces assises, parce que c'est le lieu où justement vous allez trouver donc les mouvances, en tout cas du centre-ville, les changements qui opèrent chaque année et comment nous on peut mettre ce genre d'action dans nos territoires. Alors, il est vrai que tout n'est pas transposable, mais ce qui est intéressant, c'est que nous puissions prendre ce qui est bon pour le territoire de la Guadeloupe et en l'occurrence la Riviera du Levant. Voilà, il est exactement 13h53. Je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu, il faut le dire, Madame Emma Daoumé-Thibaudier et Marilyn Bassett. Ce sont 2 personnes de l'EDF avec elles on a fait un point sur les 50 ans de l'EDF et aussi ce qui se passe au niveau du prix, parce que beaucoup de citoyens de Guadeloupe demandaient mais qui j'en fait prix à EDF qu'on a augmenté. Semble-t-il, il y a une petite baisse de 15%. On a reçu aussi M. Carlos Cruz, qui est le responsable au niveau de l'académie, au moment où la rectrice est en train de partir. D'ailleurs, la rectrice a quitté ses fonctions. Et M. Cruz est venu nous présenter le programme culturel, d'action culturelle du mois de juin. Il y a beaucoup de choses depuis hier et jusqu'au 27 juin. On vient aussi de recevoir Freddy Sébastien, le président de l'association Mieux Vivre à Mathurin, qui nous invite à une soirée samedi 7 juin à partir de 18h30 à Mathurin même, dans la commune dans la section Mathurin à Gosier. Ce sera la présentation de l'ouvrage Perles de femmes, présenté par 6 femmes. Et il nous a donné aussi un petit coup d'œil rapide sur les différentes manifestations du 21, du 14, du 21 et du 27 juin qui auront lieu dans la commune de Gosier, mais particulièrement avec l'association Mieux Vivre à Mathurin. 35e anniversaire d'ailleurs de cette association. On vous remercie d'être venu me dire tout ça et puis on vous souhaite bonne chance et puis que le travail continue. Merci encore à toute l'équipe de Canadis de m'avoir accueilli sur le plateau. Et puis, je vous souhaite aussi... On va continuer. Voilà. OK. À très bientôt. Merci. Alors, un dernier coup d'œil, là, c'est sur le dernier CCN. Si vous ne l'avez pas encore regardé, eh bien voilà, l'affiche de la newsletter de CCNS Femmes Guadeloupe et Ménon Maillot. Il suffira simplement de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et que vous faites www.Caraïbes Creole News et vous saurez un petit peu l'enquête qui a été réalisée entre la relation entre l'homme et la femme en Guadeloupe à partir de ce numéro. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan avec le soutien de... oui. Ah, c'est Samuel, hein? C'est Samuel aujourd'hui, à 100% Samuel. Jordan était en assistant, d'accord, avec Maria. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un débat sur la Guadeloupe, justement, avec un certain nombre de personnalités politiques. Puis sur le débat, c'est comment décoloniser la Guadeloupe avec les représentants de l'ANG, du FKNG, de l'UPLG et du PCG. Rendez-vous à partir de 12h30 en direct. Et c'est un débat que j'aurai plaisir à animer. Ciao, bye bye, à demain.